Bienvenue dans ce journal. Si vous venez de nous rejoindre, voici les titres de cette édition. Au sommaire, ce soir, samedi noir à la frontière de Sémé-Craké, commune de Sémé-Podji, ce samedi, un entrepôt d'une importante quantité de contrebande, communément appelé Bayor, a explosé. Bilan, 33 morts calcinés, des blessés graves et d'importants dégâts matériels. Que s'est-il réellement passé? Emma Hodonou est allée chercher pour nous. La campagne de Dangbo, ou la commune de Dangbo, n'attend pas rester en marge de la campagne de libération des espaces publics illégalement occupés en cours dans les grandes villes du Bénin. À titre illustratif, une opération de démolition d'ouvrages et d'objets installés sur le domaine public a été mise en œuvre vendredi dans la commune. La filière véhicules d'occasion au Bénin touchée par la crise au Niger. La clientèle devenue rare depuis la fermeture des frontières oblige les acteurs à se tourner les pouces. Il n'en faut pas plus que faire un tour à Ekpe et à Sekanji pour s'en rendre compte. Le cri de cœur des importateurs et usagers des packs à suivre dans cette édition. Voilà pour le programme. Bonsoir à tous. Samedi noir à la frontière de Sémé-Craké, commune de Sémé-Podji, un entrepôt où était stocké une importante quantité d'essence de contrebande, communément appelée Bayor, a explosé. Bilan, 33 morts calcinés, des blessés graves, d'importants dégâts matériels. Que s'est-il réellement passé avec ce drame? Emma Hodonou et Thibaut Holoupe nous relatent ici les faits. De grosses volutes de fumée noire, synonyme de samedi noir, ici à la frontière de Sémé-Craké. C'est un dépôt de carburant de contrebande, communément appelé Bayor, qui a pris feu dans la matinée de ce samedi, occasionnant d'importants dégâts matériels et humains, malgré la promptitude des sapeurs-pompiers. Au dernier décompte, on dénombre plusieurs blessés graves et 33 morts totalement calcinés. Ce matin, nous avons été alertés à 9h59 pour un incendie à Sémé-Craké. Promptement, les engins des sapeurs-pompiers se sont présentés sur les lieux. Nos premiers moyens se sont présentés à 10h06. Il s'agissait d'un feu d'hydrocarbures sur un site d'entreposage et de manipulation d'essence. Les pompiers déployés ont fait tout ce qu'ils pouvaient et le feu est actuellement maîtrisé et éteint comme vous le voyez. Mais nous déplorons malheureusement le décès de 33 personnes, dont au moins un enfant. 3 personnes ont été évacuées avant même l'arrivée des secours par les gens qui étaient sur place. En termes de biens matériels, des véhicules, des moyens de transport type tricycle et des motos sont partis également en fumée. C'est un événement malheureux et nous passons par votre canal pour présenter nos condoléances à toutes les personnes qui sont impactées par cet événement. Moi, je vis dans l'avant. Comme le feu tremblait en haut, je me suis reculé en arrière. Chaque fois, on appelle une voiture Jagbo. C'est les Jagbo qui emmènent les essences. Et ils font les chargements dans des bidons et ils font quittance à la douane. Ce qui s'est passé réellement, nous, on ne peut pas déclarer comme s'ils ont amené feu. Là, on ne sait pas ce qui s'est produit. Ce que je vois là maintenant que c'est passé là, beaucoup, si c'est que les choses qu'ils ont gâtées, c'est bon. Les personnes qui ont gâté là maintenant, vraiment, je suis en train de pleurer avec mon cœur. La nouvelle du drame s'est répandue telle une traînée de poudre et les autorités alertées ont accouru sur les lieux. Nous avons constaté avec amertume un ensemble de dégâts humains et matériels sur un site qui n'est pas en réalité un site clandestin parce que c'est un site sur lequel les autorités compétentes viennent fréquemment pour les formalités d'usage en ce qui concerne les formalités douanières.
Mais c'est un entrepôt de carburant. Et nous avons le regret de constater que ici, il n'y a que des motos calcinées, des hommes calcinés et tout le matériel utilisé est hors d'usage. C'est triste, parce que c'est le Bénin qui perd ses filles et fils. Et c'est le département qui perd une partie de sa population. Et c'est spécifiquement la commune de Sémékouchi. Donc, dans ces conditions, vous voyez une activité qui conduit à la calcination des filles et fils de ce pays. Et je pense que c'est le moment plus que jamais de repenser cette activité-là. Les circonstances de l'explosion de cet entrepôt, bien connu des autorités, et où étaient disposés des milliers d'hectolitres de carburant de contrebande, sont encore inconnues. En attendant les conclusions d'éventuelles enquêtes, le Bénin compte une fois de plus ses morts du fait de l'essence de contrebande. Et face à ce drame, le gouvernement de la République du Bénin se montre solidaire. Une délégation de l'exécutif béninois est attendue au CNH de Cotonou. Eh bien, c'est pour rendre visite aux rescapés de ce drame vraiment inédit intervenu aujourd'hui au Bénin. Nous disons beaucoup de courage aux parents des rescapés. Autre volet de l'actualité, la filière véhicules d'occasion au Bénin touchée par la crise au Niger. Eh bien, la clientèle devenue très rare depuis la fermeture des frontières oblige les acteurs à se tourner les pouces. Il n'en faut pas plus que de faire un tour à Ekpé et à Sekandji pour s'en rendre compte. La plupart des marchés sont gaillés par le calme. Plusieurs activités qui gravitent même autour de la filière sont sérieusement impacté. Les détails, Nagui Balagbe, Henri Ganti. Un calme plat. Des allées désertes et des jours inhabituels. Ainsi, peut-on résumer la situation actuelle sur les parcs de vente de véhicules d'occasion à Ekpé. La filière, touchée par le blocus frontalier entre le Bénin et le Niger, connaît des moments on ne peut plus rudes, où les acteurs tiennent à peine. Là, les marchés, ça pas bon maintenant. Les marchés, c'est mourir. C'est mourir. Les problèmes de Nigeria, Niger, comme ça, tout ça pas bon. Ça pas bon. Vraiment, depuis la fermeture des frontières, et ça ne va pas. Ça ne va pas. Le marché est totalement à terre, quoi. Il n'y a pas de clients, on ne trouve rien dans le marché. Il n'y a plus de clients. Les grands acheteurs des véhicules sont ceux-là qui quittent le Tchad, qui quittent le Cameroun. Il y a Guinée, il y a même la Côte d'Ivoire, Mali et Burkina. Et tous ceux-là passent par le Niger pour venir payer des véhicules. Et c'est ceux-là qui achètent majoritairement des véhicules. Mais avec cette fermeture, personne ne vient. Donc le parc dort, tout est calme, c'est tout à fait normal. Regardez, même lorsque les mouches passent, on entend leur voix. Voilà justement. Ici, tout est à l'arrêt. Pour s'en rendre compte, il suffit d'un tour à la rampe de sortie. 3 voitures au total que d'ailleurs rien ne semble pressé. Sur place, des agents nostalgiques du temps où les débordements et les bousculades étaient incessants. C'est un monde qui s'anime ici. Jusqu'à la fin. À un moment donné, ça rentre encore dans les allées. On arrive à sortir au moins une 60aine. 70 véhicules par jour. Mais aujourd'hui, vous voyez, on n'a seulement que 3 véhicules. Et ce n'est pas évident que les 3 là puissent sortir. Du coup, ça ne va pas. Le parc dort. Désormais, la baisse drastique du trafic observée depuis l'avènement de la crise au Niger et la fermeture des frontières qui s'en est suivie plombe l'ensemble de la filière et abandonne plusieurs catégories d'agents économiques dans l'impuissance. Présentement, vraiment, le parc souffre. Les partisans, tous les vendeurs, les importateurs, les transitaires, même les mécaniciens, même les vendeurs d'eau, même ceux qui vendent de l'eau sur le parc, eux aussi ils ne vont pas. Parce que qui va payer? Qui va venir acheter? Vous voyez, vraiment nous avions de sérieux problèmes sur le parc.
on reste, on lave le véhicule à cause de fermer les frontières là, tu vois. Et ici, on cherche à manger là, on ne trouve pas. Même maintenant, pour trouver l'argent 100 francs pour acheter gari, même là, c'est impossible. Il y a des enfants à la maison. On n'a pas de maison ici, on loue. Maintenant, arrive fin de mois là, pour payer le loyer, c'est problème. Combien de temps encore pourront-ils tenir ainsi? Bien malin qui pourra le dire. Nul doute cependant que la crise qui depuis perdure menace de plus en plus une filière dont la contribution, aussi bien à l'économie locale qu'aux recettes de l'État, n'est plus à démontrer. Et puis la commune de Dangbo qui n'attend pas rester en marge de la campagne de libération des espaces publics illégalement occupés en République du Bénin en cours dans les grandes villes du pays. À titre illustratif, une opération de démolition d'ouvrages ou d'objets installés sur le domaine public a été mise en œuvre vendredi dans la commune. Suivez ici et maintenant cet élément de Hugues Vigbe présenté par Esther Tofa. C'est un vendredi agité que connaît le village de Wémen, dans la commune de Dangbo. Ici, ce matin, bulldozers, forces de l'ordre et responsables de la mairie sont de sortie avec pour objectif libérer l'espace public de toutes ces installations illégales. Sous le regard des badauds qui se sont arrêtés pour ne rien rater de ce spectacle révélateur de l'incivisme des citoyens, le bulldozer attaque, affaisse et ventre et défait tout sur son passage. Pour le responsable des services techniques de la mairie de Dangbo, cette opération musclée intervient après plusieurs sensibilisations infructueuses et cible particulièrement les occupants des espaces situés en dessous des lignes à haute tension. La commune de Dangbo, depuis des mois, se chine pour que les espaces publics soient libérés. C'est vrai, nous ne faisons pas des actions fortes, mais nous passons par tout ce qui est sensibilisation. Pour raison de sécurité, tous ceux qui sont sur l'emprise de la haute tension, peut-être que ce n'est pas ignorance, peut-être que c'est volontaire, ils ne doivent pas s'y installer. Il faut laisser au moins une distance de 15 mètres pour s'y installer. De leur côté, animés par un sentiment de mécontentement, certains citoyens de la commune sont plutôt convaincus que la communication n'a pas été suffisamment faite autour du sujet. Nous sommes ici dans un village de Wémen. La majorité de la population ne comprend pas français. Est-ce que vous êtes allé d'abord dans notre langue maternelle, le Wémen? Est-ce que vous avez parlé de comment ça va se passer, la procédure? Est-ce que vous avez communiqué autour de ça? Il y a des gongonneurs ici qui passent. Est-ce que vous les avez appelés? Mais non. En grandeur, ça n'a pas été fait. La libération du domaine public est une politique des pouvoirs publics dont la finalité est d'améliorer le cadre de vie. À part le déguerpissement, le conseil communal se met aussi en ordre de bataille pour le développement local. Eh bien, la mairie de Dangbo a justement tenu en début de semaine sa première audience publique de reddition de comptes. C'est au titre de l'année 2023 au menu l'état des lieux des lotissements dans la commune. C'était avec le partenariat de la coopération allemande-au-Bénin. Regardez. Évolution des travaux de lotissement dans la commune de Dangbo, de la levée à la suspension. C'est sur cette thématique que le maire et son conseil communal ont présenté aux populations de Dangbo l'état des lieux des opérations de lotissement dans la commune. Suspendues depuis novembre 2021 par le gouvernement, ces opérations ont repris en novembre 2022. En prenant la décision de vous rendre compte sur l'évolution des opérations de lotissement dans notre commune, depuis la levée de la suspension jusqu'à ce jour, nous avons voulu que
les opérations de lotissement soient plus transparentes et vous invitez chacun à apporter du sien pour le succès de ces opérations. Je voudrais donc vous inviter à une attention soutenue et à une participation active. Mais do aholu bio aholu préfet bio we malo lebuze c'est do ministre du cadre de vie bodo fide ayiba sise mi tole dédié bo ye we malo le bo peje do pour popon ye wa kmondo lotissement forton ko we de mi do lo le me o we wa nakbe do lotissement we ro po we na yigbe wona bekande nu. À l'occasion de cette séance de reddition de comptes, la population a cherché à mieux comprendre le processus. À chaque préoccupation, le maire Diosso s'est fait le devoir de donner les éclaircissements nécessaires. État des lieux a doit tirer dans la barre. Quand tu vas dans la barre, à manger au mettre les bon glo. Ben identifier au bon yano. Filière à droite condo, à y battre des adolescents. Bon Dieu à droite qui rend des dia. Ni à y blow ben donc et bio maintenant si on met les plans des dehors, le plan ne se modifie pas. Les urbanistes là au bloc et on sont modifiés. Donc ils sont en question parce que je suis en question mais voiture bloc d'ailleurs. Et là en question voiture c'est comme ça. Et c'est la loi. Cette rencontre avec la population de Dangbo sur l'état des lieux du lotissement est la première de l'année 2023. Elle a pour but d'améliorer la gouvernance participative et de satisfaire à une exigence légale en matière de décentralisation. Page éducation de cette édition est bien l'association University Friend qui a procédé hier à sa première œuvre sociale au Bénin. La jeune association est allée offrir des kits scolaires aux apprenants de l'école primaire publique de Tokpa Zongo Sud, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Un geste qui intervient quelques mois après le constat de Canal 3 Bénin sur les conditions d'études des enfants qui pourtant ont fait 100% au CEP. Regardez les détails dans cet élément signé Florent Bossa, Henri Gandhi. Des kits scolaires offerts aux écoliers de l'EPP Tokpa Zongo Sud dans la commune d'Abomey-Calavi. Un don de l'association Old University Friends. À travers ce geste, la jeune association entend contribuer à l'éducation des apprenants de cette école qui étudient dans des conditions précaires au dire des responsables. Nous sommes venus ce matin pour remettre des kits scolaires à ces écoliers de Tokpa Zongo Sud. Vous avez vu ce matin quand on est venu, il y a une pluie qui nous a accueillis. Vous avez vu aussi les conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc notre association, on a constaté, on a vu un reportage sur Canal 3 qui faisait état de l'école et aussi de leur taux de réussite pour la rentrée 2022-2023 passée. Donc ils ont fait 100%. Donc on s'est dit que s'ils ont fait 100% malgré leurs conditions, il faut les accompagner. Les apprenants, enseignants et les parents ont apprécié le geste. Ils ont saisi l'occasion pour exprimer leurs doléances. Nous sommes contents de recevoir les fournitures scolaires. Nous promettons de bien travailler. Infiniment merci à cette jeune équipe d'étudiants quand même qui a pensé à leur petit frère. Les conditions dans lesquelles nous travaillons à Tokpa Zongo Sud, ce n'est pas du tout facile pour nous les enseignants, pas de latrine, pour les élèves également, pas de salle de classe sans qu'il y ait de repos dans les classes en période de pluie. Les classes sont tous débraillées et puis nous n'avons pas de salle de classe en matériaux définitifs. Les conditions de vie, de travail dans l'école sont vraiment déplorables. L'association Old University Friends est une association des anciens étudiants de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE.
Ce don est la première activité d'une série que prévoit l'association pour l'année en cours. Oui, on va dire beaucoup de courage au président de l'association qui est un confrère de la presse, le Bénin, qui dispose d'un nouvel outil de mobilisation en images et en images, comme vous pouvez le voir, avec la réalisation de William. Il s'agit donc de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, la SRMT du Bénin. Eh bien, les grandes orientations de ce document ont été présentées vendredi au secteur privés et d'autres contribuables du Bénin afin de recueillir leurs contributions à l'amélioration de ce document afin qu'il soit inclusif. Le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage, de dépollution implanté à Ouida dans l'Atlantique a bouclé ses 20 ans d'existence. Jeudi, une cérémonie d'anniversaire a été organisée à la base de l'école à Ouida, cérémonie marquée par la présence du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Regardez. 20 ans déjà que le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de pollution a été rendu opérationnel. Un événement que le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale et le chef d'état-major des forces armées béninoises ont souhaité marquer d'un cachet spécial. Le CPA-DD est le fruit de la coopération bilatérale entre le Bénin et la France. Depuis sa création, le centre a formé plus de 4200 spécialistes de l'action contre les mines, techniciens de la gestion sécurisée des stocks de munitions et des armes de petit calibre. Il a accueilli des stagiaires provenant de 49 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe, comme le montrent les drapeaux qui pavoisent la cour intérieure du centre ce jour. Bien que ces chiffres soient élogieux, ils n'auraient pu être atteints sans des hommes et des femmes résolument engagés à faire pousser la graine semée le 25 avril 2003 par le Bénin et la France à travers le geste de leurs représentants respectifs. Donc ça démontre qu'en 20 ans, nous avons réussi à construire un centre de référence auquel désormais de nombreux partenaires techniques et financiers s'intéressent au point de lui apporter aide, financement, compétences techniques. Nous avons 2 coopérants en permanence ici, et je dois dire que je sais que la pédagogie qui est utilisée dans ce centre s'adapte aux nouvelles contraintes. Le CPA-DD a pour mission de lutter contre les engins explosifs, sécuriser les dépôts de munitions et réduire la prolifération des armes légères et de petit calibre. Sur place, une présentation des nouveaux équipements a été faite à l'assistance et une simulation d'intervention pour détecter une mine posée par un inconnu. Je reste convaincu que chacun de vous continuera d'apporter sa pierre à l'édifice afin d'offrir à nos pays des opérateurs compétents et résolument engagés à débarrasser les terres de toute pollution pyrotechnique et explosive. Au nom de cette coopération, le Bénin et la France ont de belles perspectives pour lutter contre le terrorisme au Bénin. Le centre reste ouvert à ses partenaires et d'autres comme le Japon pour accroître sa capacité d'accueil et renforcer les capacités de ses ressources humaines. Je voudrais à présent vous inviter. Et toujours dans le domaine de la sécurité, simulation en salle d'une situation de crise fictive pour recueillir, surtout analyser les mécanismes de réponse proposés par des autorités politico-administratives en charge de la sécurité au Bénin. Tel est l'essentiel à retenir d'un atelier bilan qui a réuni plusieurs participants venus de 36 communes reparties sur l'ensemble des 12 départements du Bénin. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du programme dénommé Engagement des communautés dans la gouvernance des frontières au Bénin. Les détails, Nagui Balagui.
Au menu de ce J2 de l'atelier bilan du programme d'engagement des communautés dans la gouvernance des frontières, une crise simulée, mais en salle, face à laquelle les participants sont appelés à réagir. Ainsi, différents plans de gestion de crise proposés ça et là ont été passés en revue, de manière à en déceler les forces et faiblesses et tirer des leçons, sait-on jamais. Les acteurs des plateformes communales et les acteurs des plateformes départementales se sont retrouvés et nous avons eu un cas d'agression dans un pays voisin, dans l'un des villages d'un pays voisin, où les occupants, en cherchant donc un endroit plus paisible, se sont déplacés en traversant le lac pour venir vers un village béninois. Donc il était demandé donc à chaque groupe de tracer le circuit décisionnel, mais également le circuit opérationnel de gestion de cette situation. J'ai assisté à une aparaco, des simulations en salle, des formations des autorités pour la gestion des crises. Et là, nous sommes désormais outillés. Et quand des crises surviennent, vous savez tout au moins quelles sont les premières dispositions que vous devez prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, ce n'est pas sur papier. C'est un travail de terrain. Et l'OIM est avec nous sur le terrain. Initiative conjointe de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, et l'Agence nationale pour la protection civile, ANPC, le programme Engagement des communautés dans la gouvernance des frontières est placé sous la houlette de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Il s'adresse aux autorités administratives de 36 communes à travers les 12 départements du Bénin. Alors, le but des exercices de simulation de crise ou catastrophe, c'est d'outiller les autorités administratives et de sécurité, ainsi que les communautés, mais aussi les préparer à répondre aux crises. Nous avons des aléas. Les communes se sont dotées de plans de contingence et ces plans de contingence sont bâtis autour d'un certain nombre d'aléas. Les exercices de simulation de crise ou catastrophe permettent de tester ces plans de contingence-là. Si les aléas ou un aléa survenait, c'est voir vraiment les réponses que nous allons apporter. À noter que cet atelier vient en couronnement de plusieurs autres, tenus notamment à Natitengu et à Cotonou, lesquels s'inscrivent dans la droite ligne du programme mis en œuvre au Bénin, avec l'appui financier du département d'État américain. Et pour boucler, on parle de la fin de l'édition 2023 de la conférence de prière et de miracle, la rencontre spirituelle qui a duré plus d'une semaine dans le zoo. Eh bien, l'occasion était donnée donc aux responsables et fidèles de l'Église de la mission évangélique de la foi internationale de renforcer leur croyance en Dieu, mais aussi et surtout resserrer les liens fraternels entre eux. Les détails, y met Hélène Amonson. Éclatant de lumière. Le culte a été particulier ce dimanche sur les différentes églises de la mission évangélique de la foi. Il marque la fin d'une semaine de manifestations spirituelles. Les activités se sont déroulées simultanément dans les villes d'Abomey, de Boïkon et de Glazoué. Dénommée désormais conférence de prière et de miracle, l'événement est organisé depuis plus de 30 ans. C'est une initiative des responsables de l'Église. Elle vise à renforcer la foi des fidèles, mais aussi consolider les liens entre les membres de cette communauté religieuse. Nous demandons que les fidèles soient encore plus attachés au Seigneur parce que c'est Dieu seul qui change la vie des gens. Donc quand on s'attache à Dieu, il change toujours les mauvaises vies en une bonne vie. Très enthousiastes, les fidèles sont venus de toutes les communes des départements du Zou et des collines. Ils ont chanté, dansé et loué Dieu pour ses bienfaits dans la vie de chacun. Ils ont aussi eu droit à des prédications ainsi que des enseignements. Le thème retenu pour les méditations est intitulé « Un nom honorifique ». Le mérite est à vous, mais nous devons tous dire merci à notre Seigneur, le Créateur. Je compte sur ce Dieu merveilleux que nous adorons, qu'après cette conférence de prière, chacun de vous va faire expérience de ce nom honorifique. Oui, c'est Dieu qui change de nom dans ces
7 jours, Dieu a changé le nom des fidèles et leur a donné un nom de gloire. Et à partir de cet instant, tous ceux-là qui ont participé à cette conférence ont un nouveau nom, un nom de gloire, un nom de bénédiction. Et tout est changé pour eux. Et ça a mené, et ce changement est rentré dans leur foyer, également dans toutes leurs entreprises. En plus des séances de prière et de délivrance, l'édition 2023 de la conférence de prière et de miracle a également été meublée par des ateliers. Les échanges ont été animés par plusieurs guides spirituels. Ils ont été initiés au profit de différentes catégories socio-professionnelles. Nombreux sont ceux qui ont témoigné des changements intervenus dans leur vie sur la période. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.